Et donc, à l'été suivant, j'étais un peu meilleur. Au nouveau tournoi, j'étais meilleur. Je marquais des points. Ce n'était pas énorme, mais je marquais. Puis à mes 14 ans, quand j'avais entre 13 et 14 ans, j'ai juste... Je tuais tout le monde. Si tu veux être un grand joueur, tu dois t'entraîner 7 jours sur 7, 2 à 3 heures. Tous les jours, tout au long de l'année. Repose-toi à la fin, pas au milieu. Qui a été ton plus grand professeur en grandissant? Parce que t'as eu une enfance intéressante entre l'Italie pendant un certain temps, puis quand t'es revenu à Philadelphie, qui a été ton plus grand professeur à tes débuts? Il y en a eu beaucoup. Mes parents étaient super. Tu sais, en grandissant, ils m'ont inculqué l'importance de l'imagination, de la curiosité, et de comprendre que, ok, si je veux accomplir quelque chose, je ne vais pas m'asseoir ici et dire « Ouais, je peux le faire, je peux y arriver. » Oui, tu peux. Mais, tu dois aussi faire le travail nécessaire pour y parvenir. Donc ils m'ont appris ça très très tôt. Et quand tu grandis, tu sais, quand t'es un enfant et que tu vois déjà le monde comme un terrain de jeu, que tu sais que tout est possible si tu fournis les efforts, tu sais, tu grandis avec des valeurs essentielles. Je pense que le fait d'avoir une vision à long terme est devenu très important. Parce que je n'allais pas rattraper ces enfants en une semaine, je n'allais pas les rattraper en un an. Donc c'est à ce moment que je me suis assis et que je me suis dit, ok, ça va prendre du temps. Sur quoi est-ce que je vais travailler en premier? Les tirs. Ok, je vais faire que ça pendant les 6 prochains mois. Je ne ferai rien d'autre que du tir. Et après ça, je vais créer mon propre tir. J'ai commencé à créer un menu de choses à faire. Et donc, à l'été suivant, j'étais un peu meilleur. Au nouveau tournoi, j'étais meilleur. Je marquais des points. Ce n'était pas énorme, mais je marquais. Peut-être vers 12-13 ans? Ouais, 12-13 ans. Puis à mes 14 ans, quand j'avais entre 13 et 14 ans, j'ai juste... Je tuais tout le monde. Et c'est arrivé en 2 ans. Je ne m'attendais pas à ce que ça se produise en 2 ans, mais c'est ce qui s'est passé. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai retravaillé les bases et les fondamentaux. Les autres se basaient sur leur physique et leur talent. Mais c'est parce que je me suis tenu aux fondamentaux que j'ai rattrapé tout le monde. Donc à partir de 13 ans, t'étais bon, moyen? J'étais bon. C'était genre, à la fin de mes 13 ans, au tout début de mes 14 ans, que je suis devenu le meilleur joueur de tous les temps. À 14 ans? À 14 ans. Donc de 12 ans à 14 ans, t'es passé de marquer aucun point à être le meilleur joueur de l'État? Oui. Tout âge confondu? C'est assez simple en fait. C'est juste un calcul de maths. Si tu regardes à quelle fréquence les autres s'entraînent. C'est ce que je dis à ma fille et à l'entraîneur de son équipe. C'est juste un simple calcul de maths. Si tu veux être un grand joueur, tu dois t'entraîner 7 jours sur 7, 2 à 3 heures. Tous les jours. Tout au long de l'année. Imagine à quelle vitesse tu t'améliores. Quand on y pense, la plupart des enfants s'entraînent peut-être 1 heure et demie, 2 jours par semaine. C'est juste des maths. Puis il y a les fois où ils s'entraînent pas, les fois où c'est juste insuffisant, ça va pas le faire. Et donc si tu t'entraînes de manière obsessionnelle, 2 à 3 heures par jour, sur une année, ou sur 2 ans, tu changes de dimension. Comment as-tu développé cette mentalité qui a fini par se faire appeler la mentalité du Mamba, mais comment l'as-tu développée? Quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé milieu collège, début lycée. Parce que beaucoup d'enfants contre lesquels je jouais étaient des gamins du centre-ville. Et donc quand ils me voyaient, ils se disaient « Ok, lui, il est faible. Il vient de Philadelphie, son père a joué à la NBA en tant que professionnel, il a la belle vie, il est né là où il faut. » Tu sais, tous ces trucs. Et donc, ils pensaient pouvoir m'impressionner, physiquement, ou m'intimider en faisant toutes sortes de choses que je ne pouvais pas faire. Mais à ce moment, je me suis dit « Ok, tu essayes de m'attaquer? Alors comment est-ce que je vais t'attaquer? Je vais trouver des moyens pour te briser. Je vais te montrer que non, j'ai l'avantage. Tu vois? Et donc, c'est là que ça a commencé. Me demander comment prendre le dessus sur un adversaire, peu importe qui c'est. Il y a une excellente citation qui dit « Repose-toi à la fin, pas au milieu. » Et c'est quelque chose que j'ai toujours gardé à l'esprit. Je ne vais pas me reposer maintenant, je vais simplement continuer. Il y a beaucoup de réponses que je n'ai pas encore trouvées. Il y a beaucoup de questions que je ne me suis pas encore posées. Mais je vais juste continuer. Je vais continuer. Et je trouverai ces choses en cours de route. Je vais continuer à construire de cette façon. Donc j'essaye de vivre avec ça en permanence. Tu te reposeras à la fin. Qu'est-ce que la défaite te fait ressentir? Oh, c'est excitant. Pourquoi c'est excitant? Parce que ça te montre différentes façons de t'améliorer.
Ça te montre les choses de manière différente, et tu peux en tirer l'avantage. Profiter de toutes ces faiblesses qui ont été exposées, que t'as besoin de consolider. Donc c'est excitant, je veux dire. C'est nul de perdre. Mais en même temps, ça apporte des réponses que tu dois regarder. On obtient peut-être plus de réponses en perdant qu'en gagnant. Ouais, mais je veux dire, quand tu gagnes aussi, t'obtiens des réponses. Il suffit d'y prêter attention. Donc c'est un processus constant. C'est excitant quand tu gagnes, c'est excitant quand tu perds. Mais le processus reste exactement le même. Que tu gagnes ou que tu perdes. Tu reviens en arrière, tu observes ce que t'as fait et tu cherches ce que t'aurais pu faire d'une meilleure manière. Tu trouves les choses que t'as bien faites, qui ont fonctionné, et tu cherches à comprendre comment elles ont fonctionné. Et comment tu peux faire en sorte que ça se reproduise. Tu ne peux pas remonter sur le terrain sans avoir compris ta précédente défaite. D'accord donc? Les erreurs que t'as commises dans ce match, tu dois faire face aux choses difficiles. Revisionne ce match et étudie-le. Pour ne pas refaire les mêmes erreurs encore et encore et encore. Sous prétexte que tu n'aurais pas été assez courageux pour y faire face. Quelles sont tes routines et rituels après chaque match? Est-ce que tu revisionnes chaque match ou seulement certains matchs? Tous. Chaque match? Chaque match. Tous les matchs. En entier? En entier. C'est pas vrai. Ça a commencé quand Phil Jackson a fait sa première année avec les Lakers. Et l'un des coachs assistants s'appelait Tex Winter. Et on l'appelait Maître Yoda. Parce qu'il avait genre 82 ans. Et il avait la responsabilité de m'enseigner le principe de l'attaque en triangle. Quel âge t'avais? J'avais 21 ans. Donc ça fait 3-4 ans que t'es entré dans la ligue. Ouais, c'était ma 4e année. Et donc, je vais dans sa chambre, c'était... Tu sais, il n'y avait pas d'iPad ou des trucs du genre. Donc quand on voulait regarder un match, il fallait appeler la réception, faire monter une télévision, apporter tout ce qu'il fallait, tu sais, le magnétoscope, la cassette vidéo du match. Et je pensais qu'on allait regarder les touches. Genre, surveiller toutes les touches de balle, chaque décision prise, bonne ou mauvaise. Non, on a regardé le match du tout début jusqu'à la fin. Et pas comme un match que tu regarderais à la télé. On l'a regardé du début à la fin. Les lay-up lines, les temps morts. Chaque détail. Et ça pour tous les matchs de la saison. Ça m'a appris à observer les détails. À m'arrêter sur les choses les plus insignifiantes. Genre, le langage du corps. Tu sais. Observer l'énergie entre les joueurs. Dans notre équipe comme dans l'équipe adverse. Regarder les tactiques. Regarder la stratégie dans son ensemble. Et observer comment les choses se manifestent en fonction de la stratégie. Et du fait que je regardais autant de matchs, j'ai développé la capacité de voir les matchs en temps réel, comme si je regardais une cassette vidéo. Donc je peux voir, tac tac tac, parce que souvent, les matchs commencent très très vite. Mais si tu t'entraînes à regarder des heures et des heures de vidéo, les matchs iront beaucoup moins vite pour toi parce que tu sauras reconnaître qui fait quoi et pourquoi. Et tu finis par faire naturellement les bonnes choses au bon moment. J'ai vu un de tes posts Instagram où tu t'étais levé à 4h du matin pour t'entraîner. Et, encore une fois, t'as eu une carrière incroyable. Sans doute une des meilleures de tous les temps. Tu sais, t'as gagné tout l'argent du monde. T'as même reçu un Oscar, je veux dire, toutes ces choses sont arrivées. Mais tu continues de te lever à 4h du matin pour aller t'entraîner. Pourquoi tu continues de te lever si tôt et de t'entraîner à ce stade de ta vie maintenant? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Déjà, quand j'ai pris ma retraite, je me suis un peu laissé aller. Donc le défi était, ok, je dois me remettre en forme. Et c'est vraiment dur parce qu'il n'y a pas de but à atteindre. Il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match, pas de saison. Donc je devais me motiver à le faire. Alors comment t'as fait? Pour moi c'était, ok, je dois viser quelque chose. Mais de manière précise, tu vois. Je peux pas viser quelque chose sans savoir ce qu'il faut pour y arriver. Faire telle chose pour avoir tel résultat. Mais aussi, tu sais, pour mes enfants. Parce que, genre, tes enfants ne peuvent pas voir à quel point tu travailles dur. Quand je vais sur le terrain, que je m'entraîne, ils ne voient pas l'effort que ça représente. Alors comment enseigner à ces enfants la valeur du dur travail? Eh bien, tu les emmènes avec toi. Donc quand je me lève le matin, ma fille vient avec moi. À 4h? À 4h. Elle vient avec moi avant d'aller à l'école. Et grâce à ce processus, elle comprend la valeur du travail acharné. Et que les choses prennent du temps.